Ça, d'une certaine façon, c'est plutôt malin parce qu'elle considère que le Front républicain ne se fera pas contre le Rassemblement national. Et ça, c'est quand même plutôt nouveau. Alors oui, c'est malin et c'est surtout aussi en contre-pied un petit peu avec la stratégie et notamment dans les mots qu'emploie Jordan Bardella à l'encontre de la France insoumise, qui parle véritablement, lui, de cordon sanitaire, de front républicain contre la France insoumise. Le Rassemblement national et Marine Le Pen a été victime de ce fameux front républicain. Donc en fait, il y a la volonté chez Jordan Bardella de transmettre, on va dire, le bâton de la diabolisation à la France insoumise. Et Marine Le Pen qui dit justement un peu l'inverse, c'est-à-dire, en fait, le front républicain est une notion contre laquelle je me suis toujours battu. Eh bien, je ne vais pas l'utiliser à mon profit pour pouvoir pouvoir arriver à la présidence, parce que l'objectif du Rassemblement national, et c'est ça peut-être l'un des points qu'il faut comprendre, je pense, de ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'en fait, le Rassemblement national, aujourd'hui, est le seul parti qui a une lecture, on va dire, un peu gaulliste ou gaullienne de l'élection présidentielle, c'est-à-dire une lecture de second tour. L'idée de rassembler 50 plus 1, et on pourrait y revenir, et la stratégie et les visions sont différentes au sein du Rassemblement national, mais l'objectif, c'est de faire 50 plus 1, alors que tous les partis aujourd'hui, que ce soit à gauche, au centre ou la droite républicaine, jouent l'élection présidentielle qu'au premier tour, avec l'idée qu'au second tour, ils battront le Rassemblement national. Donc c'est véritablement un point de vue différent entre Marine Le Pen et le reste de la classe politique. Elle joue le second tour, lorsque les autres jouent plutôt le premier tour. Oui, mais elle se place quand même en partie respectable, là, complètement. C'est une poursuite de la continuation de la stratégie de la... Complètement, c'est une poursuite de la continuation de la stratégie de la dédiabolisation et de la respectabilité. Oui, aussi parce que comme je le disais, en fait, la stratégie du Rassemblement national, c'est d'arriver à 50 plus 1 au deuxième tour, donc d'être majoritaire. Et en fait, quand on regarde historiquement, pour construire une vague, ce qu'on appelle une vague majoritaire, comme François Mitterrand l'a fait dans les années 70, comme Nicolas Sarkozy l'a fait au début des années 2000, il faut cocher 3 cases. La première case, c'est ne pas avoir ce qu'on appelle un gender gap en sciences électorales, c'est-à-dire un écart de voix important entre les hommes et les femmes. Le RN et le FN, à l'époque, avaient structurellement un écart de voix. C'était un parti plus masculin que féminin. Marine Le Pen a gommé ça. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir d'écart sociologique et d'être un parti, ce que Frédéric Dabi appelle un parti attrape-tout, c'est-à-dire de pouvoir s'adresser à toutes les composantes de la société, les cadres, les retraités, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et par exemple, Emmanuel Macron, en 2017, arrivait à faire cela. Marine Le Pen et le Rassemblement national arrivent de plus en plus à faire cela, puisqu'ils ont rattrapé leur retard sur les CSP+, et sur les retraités. Et puis le dernier point, et c'est là où il y a un problème pour le Rassemblement national, troisième critère pour construire une vague majoritaire, c'est d'avoir moins de gens qui vous détestent que de gens qui vous apprécient. Or aujourd'hui, le problème du RN, et on l'a vu lors des élections de 2024, c'est qu'au second tour, il y a plus de gens qui les détestent qu'ils ne les apprécient. Et d'ailleurs, dans les codes d'opinion... Qui ne votent pas pour eux. Voilà, exactement. Ou même dans les codes sur les personnalités, la cote de rejet de Jordan Bardella est un peu plus supérieure à sa cote d'opinion favorable. De la même façon pour Marine Le Pen. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que essaye de faire Marine Le Pen, c'est-à-dire casser cette idée que le RN doit être un parti plus rejeté par la majorité des Français qu'apprécié. Et au-delà de ça, il y a aussi, quand on gratte un peu en échangeant avec des députés du Rassemblement national, ils nous disent on est dans cette stratégie de dédiabolisation, ils utilisent cet électorat populaire. Tout à fait, et je veux rebondir dessus parce que c'est très important. Aujourd'hui, pour le Rassemblement national, il y a cette question du plafond de verre. Donc c'est pour ça que j'ai commencé en disant comment faire 50 plus 1. Et certaines personnes au sein du RN considèrent que briser ce plafond de verre, c'est aller attaquer l'électorat de la droite, donc les déçus du sarkozysme ou les déçus notamment du parti LR tel qu'il est devenu après 2017, notamment lors de l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, cette idée et surtout, c'est important parce qu'en fait, votre lecture des clivages dans la société va dire en fait ce que vous allez proposer aux Français. Si vous êtes, on va dire, en faveur ce qu'est Marine Le Pen, du bloc élitaire contre le bloc populaire, alors vous allez avoir un programme qui, sur les questions économiques, va effectivement être davantage basé qui est davantage étatiste parce que l'État protège les Français en termes de pouvoir d'achat, en termes de sécurité économique, de travail, etc. Alors que si vous êtes sur une logique d'union des droites, ou en tout cas d'ouverture ou d'élargissement sur la droite, donc sur les électeurs plus retraités et CSP+, alors vous allez avoir un discours beaucoup plus pro-business, pro-entreprise et pro-activité économique. Et donc, effectivement, la lecture des clivages va indiquer quelle va être la tonalité des programmes, d'autant plus qu'on apprend dans l'entretien de l'AFP, en tout cas je l'apprends, que, a priori, Marine Le Pen et Jordan Bardella devraient se rencontrer pour échanger sur leur programme. C'est quelque chose qu'elle dit également. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même que
chaque équipe, on va dire, réfléchit à un programme de son côté. Manière publique, au Rassemblement national, on nous dit qu'il y a, quand on interviewe ces représentants du parti, ils nous disent tous non, c'est la même ligne, vous ne comprenez pas. Je pense qu'il y a 2 points. Il y a effectivement la lecture qu'avait Majid tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de ne pas se rendre la tâche facile et donc de choisir un parcours d'adhésion plutôt que d'un parcours de rejet. Mais ça, c'est leur argument. Ça, c'est l'argumentaire, c'est la ouais. littérature. Ensuite, après, dans le fond, je pense qu'il y a une stratégie aussi différente de la part de Marine Le Pen, et qui est peut-être un peu différente de celle de Jordan Bardella. C'est que Marine Le Pen, aujourd'hui, veut aussi apparaître, et comme le RN, nous, on avait travaillé sur une étude, qu'est-ce qu'aujourd'hui le vote RN ? Est-ce que c'est une marque Le Pen, une marque RN ou une marque anti-Macron ? Il y a aussi la volonté de jouer sur l'anti-macronisme. Comme vous le savez, aujourd'hui, le président de la République est impopulaire. Édouard Philippe a été son premier ministre. Donc, pour Marine Le Pen, comme pour une partie des électeurs du Rassemblement national, comme pour une partie des Français, Édouard Philippe apparaît comme le candidat naturel ou le candidat successeur d'Emmanuel Macron. Et donc, elle veut capitaliser sur l'anti-macronisme en disant moi, je vais affronter un candidat du bloc central, donc un macroniste, pour pouvoir avoir plus de chances, entre guillemets, de gagner, même si, effectivement, mathématiquement, tous les sondages montrent que c'est plus dur de l'emporter face à Édouard Philippe. Attention, en revanche, pour le RN, de jouer une élection qui n'est pas celle que sera celle de 2027, puisque cette stratégie de jouer le bilan Macron, en fait, et de faire s'opposer au bilan Macron, ça aurait pu marcher en 2022, ça marche quand le président est sortant, mais en revanche, quand on a un changement de pivot présidentiel, par exemple pour l'élection de 95, l'élection de 1995 où Jacques Chirac est élu président de la République, ne s'est pas jouée contre le bilan de François Mitterrand. De la même façon, l'élection d'Emmanuel Macron en 2007 ne s'est pas jouée non plus contre le bilan de François Hollande. Et donc, probablement, l'élection de 2027 ne se jouera pas sur le bilan d'Emmanuel Macron. Et donc, la stratégie d'un peu de jouer moi contre le bloc central, donc moi contre les macronistes, parce que le bilan du président de la République est impopulaire, me paraît être assez risqué de son point de vue pour rassembler une majorité de Français. Majid, pour revenir sur les propos de Retailleau, alors elle qualifie contre elle, Édouard Philippe, elle disqualifie Retailleau, elle compare Retailleau à Éric Zemmour en le traitant de Monsieur Plus. En effet. Quelle est la stratégie en fait de Marine Le Pen ? En fait, par rapport à Marine Le Pen, il faut se rappeler de l'élection présidentielle de 2022. En 2021, donc là, quelques mois avant l'élection présidentielle de 2022, émerge le phénomène Éric Zemmour, qui, au départ, part d'une base électorale assez volatile à 5%, et qui, dans les intentions de vote, va faire une percée jusqu'à parfois, dans certains sondages, notamment de janvier et de février 2022, du coup, arriver à 17-18%, dépassant Marine Le Pen et étant qualifiée au second tour. Donc, en fait, il y avait l'idée qu'un candidat de la droite radicale pouvait émerger et pouvait siphonner une partie des électeurs du RN, un petit peu sur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007. Et pour certains, Bruno Retailleau pourrait être cela. Ce que dit Marine Le Pen, en fait, est la chose suivante, c'est que quand un candidat de droite essaye d'aller concurrencer le Rassemblement national sur les thèmes sur lesquels il est jugé fort, exactement, l'identité, la sécurité, etc., en fait, il est obligé surtout de surenchérir pour pouvoir en fait proposer des alternatives plus radicales que ce que propose le Rassemblement national. Par exemple, Éric Zemmour a proposé la remigration, le RN n'en parle pas, et que donc en fait il s'enferme dans ce qu'on appelle un corner électoral en parlant à une base très droitière. Ça, c'est le point, on va dire, sur Marine Le Pen. Et puis ensuite, après, il y a aussi une bataille des stratégies au sein du RN qui aussi dépend de comment on voit le clivage politique en France. Marine Le Pen voit un clivage qui est un peu le clivage de Christophe Guilluy, c'est bloc élitaire contre bloc populaire. Et donc, dans ces conditions-là, il ne s'agit pas de parler à la droite en général, il s'agit de parler aux classes populaires et aux classes intermédiaires et en les protégeant de la mondialisation sur les questions identitaires, économiques, sécuritaires, culturelles, etc. Alors qu'au RN, il y a une autre partie de la direction, notamment incarnée par Jordan Bardella, qui parle davantage de l'union des droites, qui dit en fait le clivage gauche-droite, il est toujours résilient, ce que nie Marine Le Pen, il est toujours résilient, Marcel Gauchet en parle, et donc en fait, il faut qu'on se positionne comme grand parti de la droite, un peu héritier du RPR. Et donc, c'est ces deux visions, en fait, c'est cette bataille-là qui se joue au sein du RN. Et d'ailleurs, ça va être très intéressant de suivre. Moi, je suis au quotidien. En effet, et c'est d'ailleurs, je pense, un des angles morts de la pensée de Marine Le Pen, et c'est un des angles morts aussi également de la pensée du bloc central, pour des raisons différentes. En fait, les deux, effectivement, ne théorisent pas, enfin, théorisent ou partent du principe que la gauche sera soit divisée, soit faible. Et
les élections en fait de 2024 et de 2026 doivent nous enseigner que c'est l'inverse. En 2024, la gauche n'est pas si, elle est pas désunie, elle est alliée, et surtout elle n'est pas si faible que ça, même si elle est sur une sorte de plancher électoral autour de 30%, mais elle n'est pas si faible que ça. Et surtout, on pense une partie, et Emmanuel Macron aussi l'avait théorisé pour la dissolution. Il avait dit je vais dissoudre, la gauche sera divisée, et donc dans beaucoup de circonscriptions, mes candidats Renaissance seront en duel face au Rassemblement national, puisque la gauche sera obligée de se désister. Ça n'a pas eu lieu en fait cette situation. Et puis de la même façon, le RN fait ce même choix, alors qu'effectivement la gauche, si elle est unie, peut créer une dynamique et peut arriver au second tour. Et là, effectivement, l'équation est complètement rebasculée. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous sur France Info. Total profite-t-il de la guerre ? On y reviendra dans